Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça, c'est la Syrie, du moins dans ses frontières officielles. Et ça, c'est réellement la Syrie. Un territoire morcelé, divisé en zones contrôlées par diverses factions, elles-mêmes considérées comme des proxys des différentes puissances régionales et internationales. On va donc essayer de démêler tout ça et comprendre un peu pourquoi les États-Unis maintiennent des troupes dans le pays. Mais avant ça, je vais vous parler une minute de Odoo, le partenaire de cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Il vous permet, entre autres, de créer un site web professionnel en quelques minutes seulement. Et c'est gratuit. Voilà, je pourrais m'arrêter là, je pense que ces deux arguments sont déjà assez solides, mais on va quand même donner quelques détails. En gros, vous avez juste à vous créer un compte Odoo et vous pouvez tout de suite commencer la configuration de votre site. Donc ici on va faire un site, mais vous le voyez, il y a plein d'autres types d'applications à dispo. Moi j'ai choisi ce qui me convient le plus, un site web. Vous choisissez le nom de votre site et ensuite on vous demande quel type de site web vous souhaitez, pour quel type de commerce et avec quel objectif. Vous choisissez ensuite une palette de couleurs, des pages et des fonctionnalités, un thème et c'est parti. Donc là votre site est créé et c'est ensuite à vous de le personnaliser. Et là encore c'est super simple parce que vous avez juste à cliquer sur les éléments pour les modifier. Vous pouvez aussi ajouter des blocs et des sections dans les pages, mais aussi créer de nouvelles pages spécifiques évidemment. Et vous le voyez en fait sur la droite, vous avez l'interface de personnalisation qui vous permet de faire toutes les modifs que vous souhaitez. Ah oui, et le site que vous créez est aussi automatiquement ce qu'on appelle responsive mobile, c'est-à-dire qu'il s'adapte au format smartphone. La première application est offerte à vie avec l'hébergement et le support inclus en illimité. Et le nom de domaine personnalisé de votre site est offert pendant 1 an. Donc c'est vraiment pas mal pour les petites ou moyennes entreprises par exemple, puisqu'ensuite, en plus du site web, vous pouvez rajouter plein de modules à votre environnement Odoo. Il y a un module de ressources humaines, de gestion d'abonnement, d'envoi d'email, de commerce en ligne, de location. Bref, je vous laisse aller jeter un œil, je vous mets évidemment le lien en description de la vidéo. Et maintenant, on peut revenir à la Syrie. Début 2011. La révolution syrienne débute dans le contexte du printemps arabe. Elle est durement réprimée par le régime de Bachar el-Assad et se transforme en guerre civile où de très nombreux groupes armés vont faire leur apparition, soutenus par des acteurs régionaux ou internationaux. Le but ici, ça va être d'essayer de dresser un tableau des alliances ou coopérations et de déterminer un peu les intérêts de chacun dans ce conflit. Alors forcément, pour en faire une vidéo de 15 minutes, je vais être obligé de simplifier un bon paquet d'éléments, c'est normal. Partons de cette carte. On y voit plusieurs territoires, chacun contrôlé par différentes factions du conflit. Dans le nord, on a par exemple ce qu'on appelle la poche d'Idleb, du nom de la plus grande ville de la zone. On retrouve notamment le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham, auquel se sont agglomérés également d'autres petits groupes. Son objectif est de renverser le gouvernement d'El-Assad afin de prendre le pouvoir et d'instaurer un régime islamique. Ces groupes, menés par le Hayat Tahrir al-Sham, sont aussi en conflit avec d'autres groupes rebelles, et notamment les groupes qui se sont agglomérés au sein de l'autonomée Armée nationale syrienne, présente essentiellement dans le nord du pays, mais aussi dans la poche d'Idleb, et surtout soutenue par la Turquie, qui a également des troupes déployées en Syrie. Alors, comme son nom ne l'indique pas, l'armée nationale syrienne n'est pas du tout l'armée régulière syrienne. C'est un groupement de nombreux groupes rebelles qui n'a pas vraiment d'unité idéologique. L'armée nationale syrienne est clairement un proxy de la Turquie qui la rémunère et l'entraîne en partie. Elle est notamment en conflit avec le Hayat Tahrir al-Sham, l'armée régulière syrienne et les FDS, les forces démocratiques syriennes. Alors les forces démocratiques syriennes, ce sont elles aussi un groupement de rebelles, mais cette fois-ci à dominante kurde, avec également des éléments arabes sunnites ou chrétiens. Son objectif est de lutter contre l'État islamique, mais également contre la Turquie et son proxy, l'armée nationale syrienne, au nord. Les FDS contrôlent une grande région dans le nord-est du pays, appelée Rojava, et aujourd'hui le Rojava est de fait autonome, et à terme les Kurdes de la région voudraient probablement maintenir cette autonomie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la Turquie soutient l'armée nationale syrienne dans sa lutte contre les forces kurdes. Ces forces kurdes syriennes ont des liens avérés avec les groupes kurdes de Turquie, considérés comme terroristes par la Turquie. Et d'ailleurs, elle considère aussi comme terroristes les FDS. La Turquie ne souhaite donc pas que le Rojava puisse servir de base arrière à ces rebelles kurdes de Turquie, ou que ça les galvanise dans leur action indépendantiste ou autonomiste. Même si la Syrie a coopéré avec les Kurdes pour lutter contre les groupes djihadistes, à terme, El-Assad ne souhaite pas qu'une telle autonomie du Rojava soit maintenue non plus. En revanche, la Syrie considère la Turquie comme un occupant, puisqu'elle s'est positionnée dans le nord du pays, avec l'armée nationale syrienne, comme on l'a vu plus tôt. La Turquie entretient par ailleurs encore des liens avec les rebelles de la poche d'Idleb. En fait, au début de la guerre, la Turquie a soutenu un certain nombre de groupes rebelles, certains à tendance djihadiste, pour se tourner ensuite plutôt vers ce qui deviendra l'armée nationale syrienne.
Et ses contacts actuels avec la poche d'Idleb sont un résidu des soutiens qu'elle exerçait auparavant. Et cela lui permet d'entretenir une pression supplémentaire sur le régime syrien. Et enfin, vivent en Turquie environ 3 700 000 réfugiés syriens. Et c'est aussi une carte à jouer pour la Turquie. Dans sa rhétorique, le président turc Erdogan a à plusieurs reprises évoqué le retour en Syrie de ces réfugiés. Ce qui n'est pas pour plaire à El-Assad, qui ne souhaite pas spécialement le retour de millions de sunnites, lui étant potentiellement opposés dans son pays. Aujourd'hui, le régime d'El-Assad contrôle toute une partie ouest du territoire, mais l'objectif final est de reprendre le contrôle de l'entièreté de la Syrie, et à plus court terme de le maintenir sur l'ouest du pays. Il est soutenu par la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais, et par un certain nombre de milices, essentiellement chiites, et la plupart du temps soutenues, voire formées par l'Iran. Alors on pourrait se demander pourquoi l'Iran soutient la Syrie de Bachar el-Assad. Alors les deux pays sont des alliés historiques depuis la révolution iranienne de 1979. À l'époque, le président syrien Hafez al-Assad, le père de Bachar, est au pouvoir depuis 6 ans et cherche à asseoir son autorité. Alors le lien religieux est souvent évoqué entre les Syriens chiites alaouites et le nouveau régime islamiste chiite iranien, mais c'est à nuancer car en réalité le rite chiite alaouite est très éloigné du chiisme iranien en termes de pratiques religieuses, et en fait cette alliance est bien plus pragmatique. Le nouvel Iran révolutionnaire, en tant que tout jeune État, a lui aussi intérêt à trouver des alliés dans la région. Et les deux voisins ont des adversaires communs. Israël, mais à cette époque également l'Irak. La Syrie est d'ailleurs un des seuls soutiens à l'Iran durant la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Et l'Iran tire aussi avantage de la position géographique de la Syrie, qui lui permet des contacts avec le Hezbollah libanais, parti politique et groupe paramilitaire chiite considéré comme terroriste, dont l'un des objectifs à sa création dans les années 80 est d'étendre la révolution islamique iranienne au Liban. Depuis longtemps, le grand ennemi du Hezbollah, c'est aussi Israël, et c'est toujours le cas aujourd'hui, un point commun avec l'Iran. Une Syrie acquise à sa cause permettrait donc à l'Iran de plus facilement se rapprocher de son adversaire israélien, notamment en transférant du matériel militaire au Hezbollah, et donc d'être en mesure de menacer Israël. Et enfin, la stratégie de l'Iran en Syrie se place également dans la logique d'opposition régionale avec l'Arabie Saoudite. Ce sont les deux grands adversaires de la région, et l'Iran cherche à y gagner en influence face à son voisin de l'autre côté du Golfe. Et historiquement, l'Arabie Saoudite est un allié des États-Unis, grand adversaire de l'Iran également, et ces dernières années, on note aussi qu'elle se rapproche d'Israël. Donc on voit ici se former des réseaux de partenariats. Ensuite, on a la Russie qui intervient dans ce conflit, et elle soutient le régime de Bachar el-Assad. Officiellement, elle est là pour lutter contre les groupes djihadistes souhaitant renverser le gouvernement, ce qui sert aussi ses propres intérêts. En effet, elle dispose notamment de 2 bases militaires situées sur la côte méditerranéenne du pays, une aérienne et une navale, et ces bases sont stratégiques puisqu'elles permettent à la Russie une présence en Méditerranée orientale, donc sur le flanc sud de l'OTAN. La Syrie est aussi un point de passage logistique vers l'Afrique, où la Russie accroît sa présence depuis une petite dizaine d'années. Et enfin, son intervention dans la zone permet de maintenir au pouvoir un régime lui étant favorable. La Syrie avait d'ailleurs reconnu l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes en Ukraine, les républiques de Donetsk et Louhansk, mais également de s'affirmer comme une puissance capable d'intervenir à l'étranger pour défendre ses intérêts et incontournable au Moyen-Orient. Alors, et les Occidentaux dans tout ça, et en particulier les États-Unis? En 2014 est mise en place via l'ONU une coalition internationale ayant pour but de lutter contre les groupes islamistes en Irak et en Syrie, et donc plus particulièrement contre l'État islamique, Daesh. Cette coalition regroupe un certain nombre d'États occidentaux et arabes, dont le plus gros contributeur à l'effort sont les États-Unis. La coalition mène des frappes essentiellement aériennes et pour certains membres, dont les États-Unis, des opérations au sol pour faire reculer l'État islamique. Sur le terrain, les FDS kurdes sont les principaux partenaires de la coalition et donc des États-Unis dans la lutte contre Daesh. Ils reçoivent un soutien financier, de matériel militaire et de renseignement. Et on a aussi l'armée libre syrienne, groupement de plusieurs groupes rebelles, aujourd'hui positionnés dans le sud du pays, à la frontière avec l'Irak et la Jordanie, qui est un autre partenaire des États-Unis. Alors, si on regarde les objectifs de guerre, l'opération est plutôt une réussite, puisque l'État islamique ne contrôle pour ainsi dire plus aucun territoire dans la région, même s'il est encore actif. Les États-Unis n'auraient donc plus vraiment de raison de rester sur place, mais leur présence sert évidemment d'autres intérêts plus régionaux. On l'a dit, on a principalement 3 puissances régionales qui ont des intérêts en Syrie. La Turquie qui veut faire pression sur les Kurdes, la Russie qui veut protéger ses accès à la Méditerranée orientale et se tailler une image de grande puissance, et l'Iran qui veut maintenir son influence dans la zone et faciliter ses accès au Proche-Orient, près des frontières d'Israël. Si on prend chacun de ces objectifs, ils ont tous un impact sur ceux des États-Unis dans la région. Ils ne souhaitent pas voir la Russie ou l'Iran gagner en influence au Proche-Orient et au Moyen-Orient, et l'objectif turc d'affaiblir les Kurdes servirait indirectement les objectifs russes et iraniens,
puisque le vide laissé par les Kurdes serait à la fin probablement rempli par le régime syrien. Les États-Unis ont donc intérêt à rester sur place, car sur le terrain militaire, cela empêche toute avancée majeure de ses adversaires. Du personnel américain est présent dans les zones kurdes, notamment dans la région de Deir ez-Zor, ainsi que dans le sud du pays avec l'armée libre syrienne sur la base d'At-Tanf. Via ces positionnements, ils sont en mesure de surveiller le passage notamment de milices pro-iraniennes qui rejoignent l'est du pays près de la frontière israélienne. Le statu quo est donc préservé. Alors il faut noter en plus que les États-Unis ne maintiennent qu'un peu plus d'1 millier d'hommes en Syrie, en comptant l'armée régulière et les éléments de sociétés militaires privées. Ce n'est pas beaucoup, mais quand dans une base militaire vous avez à la fois des forces kurdes et des militaires américains, eh bien si vous êtes la Turquie, vous n'allez pas prendre le risque de vous lancer dans une attaque massive. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN et donc une alliée militaire des États-Unis. Et pareil pour la Russie ou l'Iran, ils veulent éviter une escalade avec les États-Unis. Il y a bien des tirs sporadiques en direction des bases américaines, mais qui sont opérés la plupart du temps par des milices chiites au service de l'Iran. Et le fait que ce soit des milices qui tirent permet de maintenir un niveau de tension sous un seuil d'escalade diplomatique plus sévère. Il faut donc bien comprendre que le maintien de ce statu quo requiert un certain talent d'équilibriste. Enfin, le coût de maintien de ce statu quo est relativement faible pour les États-Unis. On l'a dit, c'est 1 millier d'hommes, vous ajoutez à ça le maintien opérationnel de matériel et l'utilisation de munitions évidemment, mais ça reste largement soutenable pour un gain non négligeable, qui est pour l'instant la possibilité de contenir les influences adverses au Moyen-Orient. Alors pour nuancer, je tiens à signaler que durant mes recherches, j'ai pu lire d'autres analyses indiquant que la présence américaine n'aurait qu'un impact minime en termes d'endiguement des mouvements iraniens et russes dans la région, et que ce serait plutôt l'effort israélien qui permettrait ces dernières années de contrer les actions des milices pro-iraniennes. En effet, on en a peu parlé, mais Israël évidemment ne souhaite pas du tout voir les éléments pro-Iran se renforcer à sa frontière nord. Cette théorie, en revanche, ne va pas à l'encontre du fait que la seule présence américaine limite les possibilités d'offensives plus massives de ses adversaires. Et de toute façon, on sait aussi que les États-Unis fournissent notamment Israël en munitions et qu'ils coopèrent sur le plan du renseignement. Donc, dans ce contexte, peut-on dire qu'une frappe israélienne est une frappe américaine ? C'est allé peut-être un peu loin, mais je laisse la question en suspens. Alors en attendant, le problème pour les États-Unis, c'est combien de temps ça va durer ? Car que ce soit la Turquie, l'Iran ou même les forces syriennes, ils ne partiront jamais. Ce sont soit des voisins, soit pour les Syriens, ils sont chez eux. Donc on peut se demander combien de temps les États-Unis vont être en mesure de tenir cette position. Et du côté de ses adversaires, il y a du mouvement. Alors pas tant sur le terrain militaire, mais surtout sur les terrains politiques et diplomatiques. La Syrie a en effet été réintégrée à la Ligue arabe, groupe diplomatique de 22 pays. Bachar el-Assad essaye en fait de normaliser ses relations avec ses voisins. En 2018 déjà, les Émirats arabes unis et le Bahreïn rouvrent leur ambassade en Syrie. En 2021, el-Assad rencontre le ministre des Affaires étrangères émirati et débute une normalisation de ses relations avec la Jordanie. En 2022, il est reçu à Abu Dhabi et en 2023 surtout, on a vu un rapprochement ou du moins une détente entre l'Arabie saoudite et l'Iran à l'initiative de la Chine. L'Arabie saoudite, qui bloquait jusque-là la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, notamment du fait du soutien iranien dans le conflit, lève alors son veto. L'objectif de Bachar el-Assad est d'attirer les investisseurs étrangers en Syrie, notamment pour la reconstruction du pays. L'avenir nous dira s'il y parvient, mais la situation est encore très instable en termes sécuritaires dans le pays. Donc il semble assez improbable de voir massivement des investisseurs prendre le risque d'y faire des affaires. Pour certains pays arabes, ils espèrent, via cette normalisation des relations, pouvoir renvoyer en Syrie les centaines de milliers de réfugiés syriens, c'est le cas notamment pour le Liban et la Jordanie, et un autre sujet brûlant est le trafic de drogue, et notamment de Captagon. En fait, en 10 ans de guerre, la Syrie est devenue un grand émetteur de cette drogue, et elle commence à poser des problèmes dans les sociétés arabes voisines. D'ailleurs, la famille el-Assad est soupçonnée de superviser ce trafic, qui représente un gain financier bienvenu pour la Syrie en temps de guerre. Les pays arabes qui en sont victimes espèrent donc aussi pouvoir endiguer ce phénomène via une normalisation. Alors on notera aussi que la Syrie se rapproche de la Turquie ces derniers temps, cette fois-ci plutôt à l'initiative de la Russie. Une rencontre avait eu lieu fin 2022 entre les ministres de la Défense des deux pays. Alors il faut comprendre que pour la Russie, comme pour l'Iran d'ailleurs, la normalisation en cours entre la Syrie et les pays arabes n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'ils ne veulent pas perdre leur influence dans le pays. Vous voyez donc que tous défendent leur intérêt, c'est un jeu d'influence pour les uns, une question de survie pour les autres, et pour revenir à la présence américaine, eh bien, elle est là plutôt pour empêcher de faire bouger tout ce beau monde et maintenir un statu quo à moindre coût. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu et que vous voulez me filer un petit coup de main, vous pouvez mettre un pouce en l'air et un commentaire, ça aidera à faire remonter la vidéo dans l'algo YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je dis encore un énorme merci à tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement sur la plateforme Tipeee. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!